Bienvenue si vous nous rejoignez sur CNews. C'est l'heure du débat avec Véronique Jacquier, journaliste à Sud Radio, et Philippe-Henri Honegger, avocat pénaliste. Bienvenue à tous les deux. On va évidemment évoquer la crise politique au sein des Républicains. Ça tangue sévèrement à droite. Virginie Calmels, qui avait ce week-end ouvertement critiqué la ligne de Laurent Wauquiez, et limogée, la vice-présidente du parti, désormais remplacée par Jean Leonetti. Y a-t-il désormais, selon vous, deux droites ? Alors non, il n'y a pas de droite. C'est à se demander d'ailleurs à quoi joue Virginie Calmels. Il faut se souvenir qu'il y a 6 mois, elle a passé un espèce de pacte avec Laurent Wauquiez, qui n'était pas finalement un pacte qui reposait sur un débat d'idées, mais sur un partage de pouvoir. Elle voulait le pouvoir. Laurent Wauquiez n'a pas besoin de Virginie Calmels. Il a été élu par 75% des militants. Virginie Calmels, en revanche, elle avait jusqu'à présent besoin de Laurent Wauquiez. Donc là, on voit la numéro 2 du parti qui tord le bras au numéro 1. Ça se termine comme ça doit se terminer, c'est-à-dire que le numéro 1 dit... Elle commence à jouer un peu trop perso, elle ne représente qu'elle-même, puisqu'on voit... Il y a eu une conférence de presse ce matin au siège des Républicains. On voit que tous font bloc, évidemment, derrière celui qui est le patron. Il a la légitimité, il a été élu par les militants. Et elle, finalement, est... si j'ose dire, encore le dernier des poissons pilotes des jupéistes. Mais où sont partis les jupéistes ? Ils sont partis avec Macron. En ce moment, même ceux qui sont encore chez les Républicains sont de plus en plus courtisés par Emmanuel Macron dans la perspective des municipales de 2020. Il y a des dîners, par exemple, à l'Élysée, où Estrosi a été reçu, où le maire d'Angers a été reçu, Édouard Philippe est allé récemment à Toulouse. Il y aurait une opération séduction de la part de l'Élysée vis-à-vis de cette droite un peu plus centriste. Il y a une opération séduction, bien entendu, de la part de l'Élysée vis-à-vis de ces maires de droite qui se sentent un petit peu esseulés parce qu'ils ne se retrouvent pas dans la ligne de Laurent Wauquiez. Et en même temps, ils n'osent pas franchir d'eux-mêmes le Rubicon. Donc non, il n'y a pas de droite. Mais en même temps, on vit encore et toujours, comme on le vit depuis 1990 et même avant, la bonne vieille guerre entre RPR et UDF. On avait réussi à combler ça en 2002 avec la création de l'UMP, qui a donné naissance aux Républicains. On voit qu'il y a toujours des tiraillements entre ces deux familles. Je vais vous rafraîchir la mémoire parce que c'est intéressant quand on voit ce qui se passe aujourd'hui avec Virginie Calmels. Quand elle dit... qu'elle est choquée par le tract pour que la France reste la France. Il faut se souvenir quelle était la ligne du RPR en 1990 quand ils voyaient le Front National monter. Ils avaient fait des propositions qui à l'époque heurtaient l'UDF. Donc on voit qu'on était déjà dans les tiraillements entre les deux familles. Que proposait-il ? La fermeture des frontières, la suspension de l'immigration, réserver certaines prestations aux nationaux. On ne va même pas aussi loin aujourd'hui. Et incompatibilité de l'islam avec nos lois. À l'époque, qui était le secrétaire général du RPR, c'était Alain Juppé. Donc on voit évidemment qu'il y a un glissement, mais il y a toujours des tensions entre ces deux familles. Mais pour autant, est-ce que la famille va exploser à cause de Virginie Calmels ? Non. Philippe-Henri Honegger, pour vous, ce limogeage de Virginie Calmels est-il justifié ? Moi, ce que je trouve très étonnant déjà au départ, c'est qu'au sein d'un parti qui se dit et qui est démocratique et qui doit être le lieu d'un débat, à partir du moment où il y a quelqu'un qui veut avoir un débat, parce qu'on n'est pas aligné avec, semble-t-il, la dictate du patron, on en vient tout de suite au limogeage. Ce que je trouve très étonnant dans ce moment... Elle ne joue pas collectif, Virginie Calmels. Mais, enfin... jouer collectif, c'est parfois jouer ensemble les uns contre les autres. Elle amène un débat au sein d'un parti dont l'objet même est celui de débattre. Moi, ça me semble étonnant au sein d'un parti démocratique qu'on dise, si vous n'êtes pas absolument d'accord avec tout, à ce moment-là, vous partez. J'ai l'impression que c'est l'objet même d'un parti politique. Je trouve ça d'autant plus gênant, ou en tous les cas intéressant, qu'on vient sur un tract qui est pour que la France reste la France, que la France... peut-être dans mon esprit, c'est justement le pays de la pluralité, du débat, de la démocratie, et qu'au moment où elle vient dire ça, parce que peut-être c'est une autre vision qu'elle a de la France que celle qui est donnée dans ce tract, on lui dit mais si vous n'avez pas la même vision que nous, en fait, en gros, si vous n'êtes pas content, vous partez. Ce qui semble être un petit peu la position durcie actuelle chez les Républicains. La France, vous l'aimez, vous la quittez.
les Républicains, vous les aimez ou les quittez. C'est une vision pour moi qui est étonnante. Voilà. Attention, je pense que c'est justement ce qu'on veut que Virginie Calmel retienne, que nous retenions de cette séquence. En fait, dans les faits, ce que les Républicains reprochaient à Virginie Calmel, c'est d'avoir joué perso en accordant hier une interview dans Le Parisien où elle est extrêmement sévère et critique très sévère avec le patron du parti. On lui reproche d'avoir tiré contre son camp, on lui reproche de ne pas avoir posé le débat en interne. Hein, c'est ça qu'on lui reproche. D'ailleurs, Laurent Wauquiez joue plutôt finement, puisqu'il a mis à sa place Jean Leonetti, qui est quelqu'un qui est considéré comme un modéré, comme un centriste. Mais un modéré qui fera peut-être moins de vagues que Virginie Calmels. Voilà, et en plus, il est tout à fait Wauquiez compatible, c'est-à-dire qu'il ne fera aucune vague. C'est même pas moins de vagues, c'est aucune vague. Mais voilà, ce qu'on reproche à Virginie Calmels, c'est pas tant d'avoir voulu susciter des débats. Elle aurait pu d'ailleurs en susciter plus finement en interne. Elle ne l'a pas fait chaque fois, elle est allée porter les débats sur la place médiatique. C'est ça qu'en fait on lui reproche dans son parti. Alors, Virginie Calmels est donc une proche d'Alain Juppé. Le maire de Bordeaux a réagi tout à l'heure depuis sa mairie à ce limogeage. Il tient à rappeler qu'il avait pris ses distances par rapport à cette ligne plutôt dure, cette ligne à droite de Laurent Wauquiez. On va l'écouter. Comme vous le savez, j'ai pris mes distances avec le parti des Républicains et donc je ne me sens pas concerné par ces turbulences internes. Quand Virginie Calmels a pris cette responsabilité au sein des Républicains, elle m'avait expliqué qu'elle souhaitait y exprimer sa ligne politique, une ligne européenne, une ligne de liberté, notamment dans le domaine économique, et en même temps une ligne d'autorité, puisqu'on a souvent parlé de mon bouquin, un État fort dont elle partage les grandes orientations. Voilà, Alain Juppé qui soutient donc son ancienne adjointe et qui avait d'ailleurs salué sur son compte Twitter le courage et les convictions de Virginie Calmels. Virginie Calmels limogée, il y a aussi Valérie Pécresse qui fait figure d'opposante numéro 1 aussi par rapport à Laurent Wauquiez. À qui le tour, on a envie de dire? Peut-être Xavier Bertrand? Je sais pas à quel tour. Moi, ce que je trouve en tous les cas intéressant, c'est que, encore une fois, on a un débat sur le fait qu'elle soit limogée ou pas, sur la réaction de Juppé ou pas par rapport à son limogeage. Et puis, le fond du problème, c'est-à-dire ce tract et la politique extrêmement durcie de les Républicains, on n'en parle pas, en fait. C'est elle ce qu'elle veut, et je crois que ce qui est intéressant, c'est d'avoir un débat sur ces questions-là. À un moment où clairement les Républicains ils prennent une tournure très très à droite et ils abandonnent la partie plus modérée qui était celle du parti, et puis en fait on n'en parle pas. Valérie Pécresse dénonce un rétrécissement de la droite depuis l'arrivée de Laurent Wauquiez à la tête du parti. Écoutez, il faut se souvenir qu'il y a 1 an et demi, il y a eu une primaire à droite, qu'elle a été remportée haut la main par François Fillon, 66,5% des suffrages. Alain Juppé, c'est quand même pris une raclée, 33,5%. François Fillon a gagné sur un conservatisme en matière de mœurs, de valeurs sociétales, sur le libéralisme en matière économique, sur des valeurs... François Fillon aurait pu, comme Laurent Wauquiez, faire ce tract pour que la France reste la France. Bon, donc à partir du moment où ces valeurs sont validées à l'intérieur du parti, ceux qui ne les respectent pas n'ont qu'à quitter le parti des Républicains. C'est d'ailleurs ce que sont en train de faire certains sur la pointe des pieds, ce que je vous ai dit au début de notre débat. Alors quand vous dites à qui le tour, Valérie Pécresse a la finesse et l'intelligence dans un premier temps de rester dans le parti des Républicains. Pourquoi? Parce qu'elle veut se présenter en 2022. Elle a besoin de l'onction du parti. On n'entend pas Xavier Bertrand. Non, il veut rester en dehors du débat. Mais il attend aussi son heure. Tous les deux présidents de région. Tous, qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent finalement que Laurent Wauquiez soit mis en difficulté par Emmanuel Macron. Parce que quelque part, c'est à se demander, avec ce que fait Virginie Calmels, si elle n'est pas un poisson pilote d'Emmanuel Macron. Là, on voit Alain Juppé qui vient à nouveau de l'adouber. Mais Alain Juppé est le premier à avoir trahi son camp après la primaire de la droite en rencontrant Emmanuel Macron 1 semaine avant le 2e tour pour lui donner sa bénédiction de prendre Édouard Philippe comme Premier ministre. Donc, quelque part, quand vous me dites est-ce que les deux droites sont réconciliables? Oui, les deux tendances existeront toujours, mais on voit quand même une UDF qui est en train d'être complètement macronisée avec la bénédiction de ses ressortissants. Virginie Calmels ne fait plus partie de la direction du parti Les Républicains. Comment peut-elle se positionner? Quel est son avenir au sein du parti? Mais est-ce qu'elle a un avenir au sein du parti? Parce que j'ai l'impression que ce qu'on dit là, c'est qu'en réalité, le parti Les Républicains, il n'est plus du tout fait pour les personnes qui ont cette sensibilité-là. Et le parti... Alors, où est-il? Comment?
Où est leur avenir? Le parti dans lequel les anciens jupéistes ils se sont retrouvés depuis un certain temps, on sait lequel c'est. C'est-à-dire qu'ils vont tous chez LREM, quoi. C'est une évidence. Et je crois que ce qu'elle a exprimé ce week-end et la réaction des Républicains, elle est claire sur ce point de vue-là. Mais je crois qu'il faut faire attention parce que quand Laurent Wauquiez a choisi Virginie Calmel, c'était purement une caution pseudo-centriste, jupéiste, de rassemblement, parce qu'évidemment, lui aussi veut l'emporter en 2022. On a vu que ce n'était qu'une caution. C'est un peu le mariage de la carpe et du lapin. C'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Une autre ça aurait pu peut-être matcher avec une autre personnalité qui avait plus de sens politique, parce que je pense que Virginie Calmel fait une grosse erreur en agissant comme elle agit. Finalement, elle pêche par orgueil et par naïveté par rapport à la personnalité d'un Laurent Wauquiez qui est très critiqué, mais qui est ce qu'il est. Il est plutôt cash, donc on le voit arriver, Laurent Wauquiez. Donc celui à qui profitera à cette crise, finalement, c'est, une fois de plus, Emmanuel Macron. Je pense. C'est clair. C'est aussi votre avis? Je ne sais pas si ça lui profitera de récupérer Calmel ou pas. C'est le problème à eux. Je veux dire, celui qui ça profite, non mais c'est Laurent Wauquiez qui fixe une ligne de plus en plus dure. Il la droite une fois de plus. Oui, mais ce qui est important, c'est que lui fasse passer sa ligne. Après, Emmanuel Macron, j'ai pas l'impression qu'il ait particulièrement besoin de Virginie Calmel. Ce n'est pas simplement à Emmanuel Macron que le crime profite, c'est surtout au Front National. C'est eux qui sont en pole position. Et en plus, il y a un sacré clin d'œil, c'est qu'il va y avoir un sommet consacré à l'immigration fin juin à Menton. Menton, ils vont encore se déchirer sur l'Europe et sur l'immigration dans une ville où le Front National a fait 30%. Donc je pense que là, la messe est dite. Alors passons à notre deuxième thème, la philo. Le grand jour est donc arrivé pour les élèves de terminale. Les bacheliers ont passé ce matin la philosophie QV 2018, une épreuve particulièrement redoutée par les élèves. Écoutez ces quelques réactions recueillies ce matin dans le 11e arrondissement de Paris. J'ai pris le sujet 3, le commentaire de texte. C'était sur un texte de 1000, c'est ça? Ouais. Voilà, et ça parlait des lois fixes sur la société. Alors au début, j'ai pas trop compris le texte. Et puis petit à petit, j'ai réussi à avoir des idées, à structurer mon commentaire. Moi j'ai l'impression que ça va globalement. Bon après je sais que je vais pas avoir une super note parce que j'ai fait un truc trop court, mais moi ça va, j'ai bien aimé le sujet. J'ai un peu raconté exactement ce qu'il racontait dans le texte. Je vise pas trop une bonne note, du coup ça va. Franchement, S ça passe. Alors la philo, c'est toujours la matière la plus redoutée. Elle est toujours plus redoutée que les autres. Le bachotage, le par cœur, ça ne fonctionne pas toujours, voire jamais. Oui, non, évidemment, ça ne fonctionne pas. D'ailleurs, on le voit, ils sont tous plutôt contents d'eux, mais on ne sait pas s'ils vont avoir 8, 10 ou 15. Donc, la philosophie, par essence, c'est apprendre à construire un raisonnement et à le développer. Donc, avoir les bons mots, avoir les mots justes pour explorer le langage. Il y avait un thème, par exemple, aujourd'hui, un sujet plutôt, peut-on renoncer à la vérité ? La vérité avec un grand V. Donc il faut déjà être en capacité de s'interroger sur le mot vérité. C'est extrêmement compliqué et complexe. Et c'est ça, en fait, que les élèves doivent apprendre. Donc le bachotage, non, ça ne sert pas. Je crois que la philosophie, telle que Jean-Michel Blanquer veut qu'on continue à l'enseigner, puisqu'il a dit quand même que c'était son vœu, c'est d'explorer des matières, mais surtout d'apprendre les grandes, comment on dit, les grands concepts philosophiques, la vérité, la liberté, la justice, l'art. La culture nous rend-elle plus humain? On a vu, c'est parmi les thèmes qui étaient proposés aux élèves. Peut-on renoncer à la vérité, ce dont vous nous parliez? Ou encore, le désir est-il la marque de notre imperfection? Ces thèmes vous ont-ils paru particulièrement difficiles cette année? Moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'un jour par an, tous les Français font de la philo, pas forcément très longtemps, juste le temps d'évoquer un sujet, de se dire qu'est-ce que j'aurais répondu. On repense à l'époque où on apprenait les notions. Et c'est une particularité un peu française que je trouve intéressante parce que voilà, c'est la journée de la philo. Ça l'est d'autant plus intéressant pour l'avocat que je suis quand on voit les sujets qui sont tombés cette année. Comme vous l'avez dit, prouver l'injustice, est-ce nécessaire pour savoir ce qui est juste? Peut-on renoncer à la vérité? Forcément, c'est des thématiques qui nous touchent. Moi, c'est vrai qu'il y a une réforme qui est en cours. Il y a une autre question que je me pose souvent, c'est est-ce que, parce qu'on n'est pas très loin,
Pourquoi plutôt on n'intègre pas justement des cours de droit, ou en tous les cas les grandes notions de droit, quand on parle de vérité, quand on parle, comme tout à l'heure, de politique, de fonctionnement de la démocratie. C'est vrai que c'est des choses qui seraient intéressantes, dont on aimerait discuter. Est-ce que ces thèmes, ils étaient difficiles? Ils sont jamais ni difficiles ni faciles. Ce qui est difficile, c'est de penser, et ce qui est agréable, c'est d'y arriver, quoi. Voilà. Et de structurer... Oui, je pense que les thèmes n'étaient pas très difficiles parce qu'on se rend compte que chaque année, ce sont toujours quand même les grands concepts, hein, les mêmes qui reviennent. L'art, la justice, la vérité, la liberté, ça tourne toujours autour de ça. Non, c'est pas ça qui est difficile. En revanche, je pense que ce qui est de plus en plus difficile, et les professeurs le remarquent, et on leur demande d'ailleurs beaucoup de mensuétude dans la correction des copies, je ne veux pas paraître rabat-joie, mais ce qui est de plus en plus difficile, c'est capable de faire correctement une dissertation. Parce qu'on n'apprend quasiment plus à rédiger une dissertation. Or, quand on est capable d'articuler une dissertation en philosophie, on est capable par essence de comprendre le sujet et d'employer le bon mot pour l'expliquer et avoir une bonne note. Donc il faut faire attention parce que quand on dit dans la réforme du baccalauréat, comme le prône en ce moment Jean-Michel Blanquer, on va sanctuariser la philosophie, c'est important, c'est une spécificité française, hein, vous l'avez dit maître, qui date du Premier Empire d'ailleurs. C'est dire comme en France, c'est important d'apprendre à penser contre soi-même et d'être capable de lutter contre l'obscurantisme. C'est un héritage des Lumières. Des Lumières, oui. Mais est-ce que tout ça, c'est pas un cataplasme sur une jambe de bois avec des gens qui maîtrisent de moins en moins bien le langage, qui maîtrisent de moins en moins bien la grammaire? Comment l'expliquer? Comment l'expliquer? Une baisse du niveau général, tout simplement. Je vais vous paraître un petit peu méchante, mais quand je vois les jeunes journalistes arriver dans les rédactions, et Dieu sait que j'ai fait plusieurs rédactions, on va peut-être me fouetter à la sortie de ce plateau, mais je suis choquée par la pauvreté du vocabulaire et la pauvreté du champ lexical en règle générale, que ce soit en radio, que ce soit en presse écrite, que ce soit... Donc l'éducation nationale n'a pas rempli sa mission au cours des 2-3 dernières décennies? Je pense que l'éducation nationale n'a pas rempli sa mission. Non. D'ailleurs, j'en suis le pur produit, puisque quand j'ai passé le bac, j'ai eu la chance après de faire une hypocagne et une cagne, et où là j'ai compris ce que ça voulait dire que d'avoir des professeurs exigeants, et là j'ai compris ce que ça voulait dire que de vraiment travailler. Donc voilà. Alors, vous le disiez, la philosophie est une spécificité française. Comment expliquer, parce qu'on a quand même dit, voilà, c'est l'héritage des Lumières, mais qu'on y soit aujourd'hui tant attaché? Je crois que c'est parce qu'en fait, on n'a jamais arrêté de pratiquer la philosophie en France, qu'il y a une sensibilité littéraire, une sensibilité artistique, une sensibilité philosophique qui fait qu'on le pratique toujours un peu quelque part. Et quand on a l'occasion de voyager, on se rend compte que les dîners et les repas français sont très différents de ceux qu'on peut avoir à l'étranger, parce que les Français adorent débattre, discuter de tout, ne pas être d'accord. Et c'est peut-être ça aussi qui fait cette spécificité, je dirais, de la France, sur la philosophie en tout cas. Et cette réforme du bac que Jean-Michel Blanquer veut réformer, cette réforme du bac qu'il veut mettre en place pour justement faire de l'examen un tremplin, vous en pensez quoi? Pour que désormais le bac serve de support aux études supérieures? Alors, sur le plan de la philosophie, Jean-Michel Blanquer veut qu'il y ait, à partir de 2021, 4 heures pour toutes les séries, que ce soit scientifiques, littéraires ou à dominante économique. Alors, il y a les profs qui râlent parce que du coup, les littéraires avaient 8 heures, ils passeraient à 4 heures. Les scientifiques et les... Ils vont en avoir plus. Qui sont en terminale éco, du coup, auraient 1 heure de plus. Bon, c'est un moindre mal. Je crois que c'est pas tant le nombre d'heures qu'on donne que l'exigence vis-à-vis de l'élève et du message que l'on fait passer que de la qualité de l'enseignement qui prime. Je crois vraiment que ça, c'est fondamental. On peut avoir 25 heures d'enseignement et ne pas retenir grand-chose. Et vous pouvez avoir 15 heures d'enseignement qui sont béton et vous retenez le principal. Véronique Jacquier et Philippe-Henri Honegger, merci beaucoup d'avoir participé à ce débat. On rappelle que le bac, les examens et les épreuves, ça se poursuit demain avec l'Histoire Géo. Restez sur CNews, on marque une petite pause et on se retrouve dans quelques instants pour un nouveau journal.